La ville aux 7 collines, choisie par les natifs et natifs de Logou pour célébrer la fête traditionnelle au Dontou 2013. Moment de retrouvailles, de réjouissance et surtout de remerciements aux membres des ancêtres pour l'abondance de la récolte d'Ignam. Tout était utile pour rendre cette fête belle. Toutes les communautés de cette préfecture se sont mises à l'œuvre pour valoriser la richissime culture de ce milieu. Au Dontou 2013, c'est aussi une tribune de francs-parler. Le représentant du gouvernement s'était mis dans la peau de creveurs d'abcès et de penseurs de plaies. Pourquoi la désunion et comment s'en départir pour un réel développement? La réponse. Nous n'arrivons pas à nous entendre tout simplement parce que nos égoïsmes personnels prennent le pas sur les projets communautaires. Nous n'arrivons pas à nous entendre parce que nous transformons nos ambitions et notre fierté en égocentrisme exacerbé. Nous n'arrivons pas à nous entendre parce que nous n'acceptons pas la différence de l'autre, qui en réalité devrait être une source d'enrichissement. Nous devons faire table rase de ces comportements néfastes à une cohabitation pacifique pour un développement réel de notre pays. Ces comportements, ces égoïsmes et ces égocentrismes nous retardent et freinent tout élan de développement aussi bien dans nos villes que dans l'ensemble du pays. C'est pour cela que le gouvernement, par ma modeste personne et ma petite voix, voudrait inviter tout un chacun à faire un effort pour que, enfin, nous puissions être illuminés et pour qu'enfin, nous puissions unir nos énergies, nos talents pour le développement réel de notre cher et beau pays. Cette période de vérité a fait place à la grande célébration cadencée par des démonstrations de force et des pas glorieux de danse. Les Maliens votent ce dimanche pour élire un nouveau président. C'est le second tour des élections présidentielles. La communauté malienne du Togo s'est également pliée au vote dans l'enceinte de l'école primaire évangélique de Hanoukopé, le seul centre de vote retenu à Lomé pour ces Maliens. Ils ont eu à choisir entre les deux hommes qui sont arrivés en tête du premier tour, Ibrahim Boubacar Keïta, Ibeka et Soumaïla Sissé. Armel Kwasi Johnson. La communauté malienne n'a pas dérogé à la règle. Elle décide de mettre fin à la politique qui a affecté le pays depuis quelques mois. Ce dimanche à Lomé, dans la capitale togolaise, ils sont venus pour accomplir une fois encore le devoir civique au second tour de l'élection présidentielle. Ça s'est bien passé. Ça passe très clairement. Le vote s'est bien passé. Et vous espérez quoi de ce vote? Vous attendez quoi? On a voté, on est content. Bon. Je lance un appel à mes frères maliens et mes sœurs que ça là, c'est pour sauver le Mali. Qu'il ne faut pas qu'on pense que les candidats là, ils sont tous bons. Ils sont tous des Maliens. Tu peux choisir celui que tu veux seulement. C'est là, il n'y a pas une différence entre eux. L'enjeu est de taille mais pas compliqué puisqu'à la fin il faut un vainqueur. La diaspora malienne au Togo reste confiante et préoccupée par l'instauration de la paix, quelle que soit l'issue du scrutin. Maintenant au deuxième tour entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Sissé. Ce vote, on n'a pas besoin d'un vainqueur ni des vaincus. Nous voulons seulement que le Mali puisse sortir grand. Vous savez quand même que nous venons de très loin. C'est de voir, comme vous venez de le constater, il y a moins d'affluence aujourd'hui, mais les électeurs vont venir au fur et à mesure. C'est un vote capital pour vraiment les Maliens. Même si certains n'ont pas de carte d'électeur, le vote, à en croire certains observateurs, s'est bien déroulé. Nous avons remarqué une ambiance bon enfant.
tout s'est très bien passé, il y a la convivialité et puis il n'y a eu aucun incident. Tout se passe dans le calme et nous supposons que ce calme va régner jusqu'à la fin. Comme d'habitude, les dispositions sont prises pour un bon déroulement du scrutin, quoique l'engouement n'est pas le même comme au premier tour. Je laisse vraiment le commentaire vraiment aux chiffres, parce que au premier tour, on a vu que un candidat vraiment est venu largement en tête par rapport au second. Maintenant, c'est aux électeurs maintenant de confirmer vraiment ces chiffres. Qui de Soumaïla Cissé ou de Ibeka sera le prochain président du Mali? La réponse dans quelques jours. Hors du Togo, direction le Maroc où les protestations contre la décision du roi Mohamed VI ne faiblissent pas. Il y a quelques jours, le roi avait accordé la grâce à un pédophile multirécidiviste, ce qui a provoqué la colère des Marocains. Le roi sera revenu sur sa décision quelques jours plus tard, mais rien n'y fait, le mal est fait. Les contestations ont même dépassé les frontières du Maroc jusqu'à gagner Montréal au Québec. Passe par la justice. Mégaphone et pancartes à la main, ils étaient une quarantaine à vouloir envoyer un message au roi du Maroc. La grâce accordée à un pédophile espagnol ne passe pas, même si le roi est revenu sur sa décision depuis. Les manifestants y voient une ingérence directe dans le pouvoir judiciaire. On revendique tout simplement l'indépendance de la justice parce que le roi se mêle dans notre justice. Et il peut libérer celui qui veut. Tout a commencé quand Mohamed VI a décidé de libérer Daniel Galvan avec une quarantaine d'autres Espagnols. L'homme de 63 ans avait été condamné à 30 ans de prison au Maroc pour le viol de 11 mineurs. Sa libération a fait descendre des milliers de Marocains dans la rue, si bien que le souverain est revenu sur sa décision. Mais le pédophile était déjà parti en Espagne et le Maroc a dû demander à Madrid de l'arrêter. Il est aujourd'hui en prison, en attendant que les deux pays trouvent une entente pour qu'il purge sa peine. Un cafouillage impardonnable pour les Marocains de Montréal. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais malheureusement, il y a beaucoup de Daniel Gates, il y a beaucoup de violeurs, il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup d'injustices dans ce pays démuni. C'est injuste envers les victimes, c'est injuste envers les enfants, c'est envers les familles, envers tout un peuple normalement. On sent la honte. Cette contestation survient alors que la situation économique et politique est fragile au Maroc. Dans la foulée du printemps arabe, le mouvement du 20 février avait mobilisé des milliers de manifestants. Le roi était parvenu à devancer la colère de la population avec une réforme de la Constitution et des mesures sociales. En Irak, ce mois de Ramadan est l'un des mois les plus meurtriers en 5 ans. Pendant cette seule période de jeûne, plus de 1000 personnes ont trouvé la mort, toutes victimes des attentats terroristes. Les villes les plus touchées sont Bagdad, la capitale, Kerbala et Kirkouk. La population pointe du doigt les autorités qu'elles accusent d'incompétence. Nettoyer, effacer les traces à l'aide d'un balai, un geste dérisoire tant les dégâts sont importants. Ce quartier de Bagdad a été une des cibles de la vague d'attentats perpétrés samedi en Irak. Un témoin raconte. Une voiture s'est garée ici. Un homme a essayé de désamorcer la bombe, mais il n'y est pas arrivé. L'explosion l'a tué ainsi qu'un officier qui se trouvait à côté. Choula, une banlieue chiite de la capitale, n'a pas non plus été épargnée. Les attentats ont surtout visé des commerces et des marchés, alors que la population célébrait la fin du Ramadan. Regardez ces magasins. Mon fils en a 5 et ils ont tous été brûlés. Qui va l'indemniser? La capitale n'était pas la seule cible de ces actes terroristes. À Kerbala aussi, les traces de ces attaques sont encore visibles et on tente de récupérer ce qui peut l'être. Désœuvrée, choquée, la population pointe du doigt l'incompétence du pouvoir. Je veux savoir où est notre gouvernement, où sont les forces de sécurité. Quand je ne sais pas faire quelque chose, je demande à quelqu'un d'autre de le faire à ma place. À Kirkouk, c'est une mosquée chiite qui a été visée. Là aussi, le gouvernement est mis en cause. Ce sont des quartiers chiites qui ont été visés. Personne ne nous soutient. Je défie tous les officiels, y compris le gouverneur, de venir et de s'occuper de nous. Au total, plus de 60 personnes ont été tuées à travers le pays. Plus de 1000 personnes sont mortes en juillet, le mois le plus meurtrier depuis 5 ans. Ces violences font craindre une nouvelle guerre civile, notamment entre chiites et sunnites. Les États-Unis ont d'ores et déjà désigné Al-Qaïda comme responsable.
Direction la Birmanie, le pays de l'opposante, mais sûrement le pays se taille une place au sein des nations démocratiques. Des progrès se font dans tous les domaines. La dernière en date est celle de la levée de la censure qui pesait contre la presse. En Birmanie, le changement le plus manifeste, ce sont les lecteurs de journaux qui le vivent. Des dizaines de nouveaux quotidiens ont fait leur apparition, tenus non plus par le gouvernement, mais par des entreprises privées. L'opposante et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, fait la une toutes les semaines depuis qu'il n'y a plus de bureau de la censure. Impensable il y a encore 2 ans, les lecteurs apprécient. Je constate qu'il y a maintenant des critiques du gouvernement et de tous les événements dans les journaux et les revues. Mais ces critiques ne paraissaient pas dans la presse auparavant. Ces 2 dernières années, le gouvernement civil a relâché des centaines de prisonniers politiques, comme ce jeune homme, qui d'emblée a repris ses activités politiques au sein de l'opposition. Il y a de cela 2 ans, j'aurais déjà été arrêté ou les autorités m'auraient donné des avertissements pour ce que je fais. Mais elles ne m'en donnent pas. Les autorités me suivent et elles surveillent ce que je fais. Parfois, je les rencontre et elles me posent des questions. C'est tout. Auparavant, les hommes politiques pouvaient seulement se rencontrer entre eux. Aujourd'hui, nous pouvons parler au peuple, c'est pour cela que nous avons plus d'espace. Mais en Birmanie, transition démocratique rime avec violence ethnique. Bouddhistes et musulmans s'affrontent régulièrement, comme ici au nord de Rangoon, où ce village a été entièrement rasé par une bande de plusieurs centaines d'émeutiers. La police est arrivée 24 heures après les faits, les pompiers 36 heures. Pour cet homme, ces affrontements ont été planifiés. Les émeutiers avaient en tête un plan bien préparé à l'avance. Ils ont réussi à mobiliser des centaines d'agitateurs dans les villages environnants en peu de temps. Ceux qui ont participé à ces violences ne venaient pas de villages ou régions éloignées. Des activistes accusent des proches des militaires d'attiser ces tensions afin de ralentir la transition et de ne pas perdre les privilèges qu'ils ont acquis sous l'ancien régime militaire. Et puis du sport pour refermer ce journal. Les mondiaux d'athlétisme de Russie se sont ouverts ce samedi. Plusieurs nations africaines y participent dans le Kenya. Le pays aligne des athlètes dans ces disciplines phares du 5000 et 10 000 mètres. Mais on n'aura pas de duel entre Kenyans. Politique sportive oblige. L'athlétisme éthiopien ne se disperse jamais. Et sur cette piste d'Addis Abeba, les exercices effectués en rang serré, chorégraphie millimétrée, sous le regard permanent des entraîneurs. Les 2 stars, Messeret Defar, ici en rose, et Tirunesh Dibaba, t-shirt blanc, multiples médaillés olympiques et mondiales, ne veulent pas perdre des forces à s'affronter. Politique sportive oblige. Nous avons besoin d'une médaille dans chaque catégorie. Et courir 2 compétitions en 10 jours est très difficile. Nous préférons les faire participer à une seule course. Tant pis pour le spectacle, le duel fratricide n'aura pas lieu. À Dibaba le 10 000 mètres, à Defar le 5000, pour chacune une adversaire en moins, mais un point en plus. Le fait qu'elle ne soit pas en concurrence avec moi me met toute la pression. Quand je cours avec Tirunesh, il s'agit de savoir qui va gagner la médaille d'or entre nous. Mais c'est une médaille d'or garantie pour notre pays. Quand vous avez une rivale forte, vous vous préparez toujours très bien à l'entraînement, parce que vous savez que ce sera dur. Et je ne pense pas que l'absence de Messeret rendra les adversaires moins dangereux. Et les adversaires viendront comme toujours du Kenya. Pour l'Éthiopie, dominer son grand rival sur la piste est l'objectif ultime. Et répartir ses forces, un bon moyen de l'atteindre. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Très bonne semaine à notre famille.